Bouillavet. Voilà, c'est en bas. Et donc il va nous expliquer de quoi il s'agit bien sûr. Bouillavet qui est un travail qui pour l'instant, un travail théorique qui est en démarrage d'ébauche et qui cherche à conceptualiser comment on peut se réapproprier un territoire, donc récupérer sa souveraineté, vivre sur un territoire durable et solidaire. Évidemment, l'exemple du Pays Basque tend les bras, mais la prétention d'un tel document, c'est de pouvoir être utile à tous les territoires qui voudront bien s'en saisir. David? Bonjour. Oui, alors effectivement, je vais commencer par ça, par dire que ce document, vous pouvez trouver en basque et en français un peu partout sur le site d'Alternativa. C'est un document de travail et on espère avoir vos retours, vos contributions, on espère pouvoir construire ensemble un ensemble de propositions pour nos territoires. Et ce que je vais faire ici, c'est un peu vous présenter la démarche que nous avons eue et qui entend, dans la conclusion, est de remettre un peu cette notion de territoire au centre de nos engagements, et donc c'est quelque chose qui est très lié avec ce qui a été dit dans les deux exposés qui ont préparé. Et alors moi je vais plutôt commencer au niveau de base, au niveau individuel. Je vais partir du sentiment de découragement que probablement toutes et tous on a déjà eu quand on compare notre capacité d'action à ce qu'il faudrait faire pour pouvoir agir sur le dérèglement climatique. C'est complètement dérisoire et parfois on a envie de baisser les bras. Je peux faire tous mes déplacements à vélo, je peux consommer bio et local, je peux me vêtir avec des vêtements d'occasion, mais en même temps j'ai 10 000 camions qui transitent chaque jour sur l'autoroute ici. J'ai des collectivités locales qui vont se battre pour implanter des hypersurfaces. Donc on se dit, à quoi bon? Et on voit bien que très peu est fait au niveau de l'État, très peu est fait au niveau des collectivités, également au niveau des entreprises pour imposer les mesures radicales que la situation climatique exige. Et ça serait un peu à nous d'assumer cette responsabilité-là, d'assumer la responsabilité de la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est une responsabilité qui nous dépasse. On n'est vraiment pas à la hauteur de ne pas faire ça individuellement. Et donc, souvent on est découragé, souvent on opte pour le déni, et on fait l'autruche. Et d'ailleurs, c'est facile de faire l'autruche, parce qu'il y a beaucoup de discours qui nous incitent à faire l'autruche. C'est des discours qui essayent de nous vendre, nous dire que les solutions sont purement technologiques, ou qui nous vendent le mirage de la croissance verte. Donc, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quelque part, on se dit... à quoi bon? C'est pas moi qui suis le principal responsable, donc pourquoi est-ce que ce serait moi qui m'imposerais des contraintes? Donc on a, je pense, un peu tous eu à un moment ou à un autre des réactions de ce type-là. Eh bien, partons de cette notion de contrainte. Qu'est-ce que c'est une contrainte pour nous? Quelles sont les contraintes qui pèsent sur nous? Si je ne change pas de smartphone tous les 6 mois, si je ne prends pas la voiture quand je peux marcher, est-ce que je subis une contrainte? Donc est-ce que c'est ça les contraintes? Ou est-ce que c'est au contraire quelque part résister à cette maladie mentale collective que certains ont baptisée du nom de affluenza, et dont on peut trouver une définition qui est assez jolie, que je vais vous lire. Donc l'affluenza, ça serait une douloureuse maladie contagieuse transmise par la société, et dont les signes sont un sentiment de remplissage, le doute, l'anxiété et le dégoût, qui résultent de l'idéologie du toujours plus. Eh bien, à des degrés probablement divers, mais nous sommes probablement tous contaminés, alors même que nous sommes complètement conscients de l'absurdité des comportements que cette maladie suscite. Et le problème que l'on a, c'est que, en fait, de manière complètement paradoxale, les symptômes de cette maladie sont devenus les critères de normalité. Donc, pour prendre un exemple parmi d'autres, le coût annuel d'une voiture, c'est estimé à 5 000 € par an. Vous prenez Bayonne qui est une ville où le salaire médian est 1 500 €, et bien à Bayonne, 20% des ménages ont 2 voitures. Mais ce qui est vécu comme une contrainte, ce n'est pas d'être obligé d'avoir 2 voitures, ça c'est normal, c'est vécu comme une normalité. Ce qui est vécu comme une contrainte, ce sont les rares restrictions qui sont mises à l'usage de la voiture. Donc on voit que le principal obstacle que l'on a pour être efficace, c'est cette notion de normalité. On est prisonnier d'une notion de normalité qui est complètement absurde, complètement maladive. Et donc si nous voulons être capables d'observer des changements d'habitude à grande échelle, si nous voulons être capables d'avoir un impact significatif sur le réchauffement climatique, il faut que nous soyons capables de changer cette notion de normalité. Donc ça a l'air d'être complètement abstrait et complètement hors d'atteinte, mais qu'on pense par exemple à la cigarette.
Hein, il y a 30 ans, hein, les moins jeunes d'entre vous s'en souviendront, il y a 30 ans, la société, il était normal pour un adulte d'être fumeur, et la société était organisée pour les fumeurs. On fumait dans les transports en commun, on fumait dans les salles d'attente des médecins, et maintenant, quand on voit ça, avec notre critère de normalité actuel, on voit ça, on se dit, mais c'est complètement absurde, c'était complètement criminel. D'accord? Et je pense que dans quelques années, on percevra ainsi notre dépendance à la voiture. C'est juste une question de temps. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que ça se fasse le plus rapidement possible, bien entendu. Et donc, s'il faut changer cette notion de normalité, une question qu'on peut poser, c'est est-ce que, pour autant, on doit proposer une normalité alternative, une normalité qui soit une normalité écologiquement et socialement soutenable? Eh bien, en fait, donc, dans cette commission Bouliabé, on a pas mal réfléchi à cette question, et en fait, on pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Et donc, pourquoi? En premier lieu, pour une raison purement pragmatique. Donc, Paul a rappelé plusieurs chiffres que je voulais donner, notamment celui de la publicité. Hein, parce que cette publicité qui a un budget de 800 milliards de dollars par an pour créer cette notion de normalité, qui est une normalité consumériste, hein, ce budget qui, pour fixer les idées, est 10 fois supérieur au budget du Fonds vert pour le climat, qui lui est censé lutter contre le réchauffement climatique et aussi promouvoir l'adaptation à ses effets, donc 10 fois supérieur. Donc nous, dans le court laps de temps dont nous disposons, parce que nous avons un court laps de temps avant que les effets du réchauffement climatique deviennent complètement incontrôlables, eh bien, est-ce que nous, on arrivera à enrayer cette machine publicitaire qui est complètement surpuissante et beaucoup plus puissante que nous? Donc nous pensons que ça serait très difficile, et d'un certain point de vue, c'est peut-être une bonne nouvelle, parce que vouloir proposer une normalité alternative, on pense que déjà en soi, ça c'est un renoncement. Parce que vouloir imposer une normalité alternative, c'est accepter les conditions qui ont été imposées ces dernières décennies par l'économie capitaliste, à savoir la globalisation et l'uniformisation culturelle. Et ce n'est pas une normalité alternative que nous devons promouvoir. C'est des milliers, c'est des millions de normalités alternatives, une par territoire, en s'adaptant à ses spécificités. Donc je vais citer une phrase du parrain d'Alternativa, un des parrains d'Alternativa, Edgar Morin, qui reprend un peu cette idée, qui dit que les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité, tant individuelle que culturelle. Donc ça, c'est une idée qui a déjà été évoquée par Geneviève. Donc c'est essentiellement l'unité et la diversité sont vraiment deux notions indissociables, et on ne sera unis que si on se respecte dans nos différences, et inversement, c'est au travers de la multiplicité de nos différences que nous ferons l'expérience de notre humanité commune. Et c'est quelque part le point de base de la démarche que nous avons eue à Bouliabé. Si nous voulons mettre un terme à cette folie consumériste, hein, qui dévaste complètement la planète, eh bien il ne faut pas l'attaquer sur son terrain, on n'y arrivera pas, elle est trop puissante. Et son terrain, c'est celui de la mondialisation, c'est celui de l'uniformisation. Hein, cette folie consumériste, on doit l'attaquer sur notre terrain. Et notre terrain, c'est le territoire. Parce que c'est en connaissant notre territoire, c'est en connaissant ses ressources, mais c'est surtout en connaissant ses limites, que nous pourrons définir collectivement une nouvelle normalité socialement acceptée et qui soit socialement et écologiquement soutenable. Et ainsi, nous aurons le moyen de reconquérir une à une toutes nos souverainetés. Donc je vais donner rapidement 3 exemples pour décliner un petit peu cette idée. Et en premier lieu, la souveraineté culturelle. Alors ça veut dire quoi? Eh bien, la mémoire collective, la réappropriation de nos langues, de notre histoire, ou plutôt de nos histoires, tout cela, ce sont les garants d'un peuple qui est résilient, hein, qui est capable de faire face collectivement à des difficultés et dont les usages ne succomberont pas à la logique marchande. Alors qu'est-ce que j'entends par usage? Eh bien, ce sont les entraides entre proches et voisins, les fêtes, les créations, les initiatives collectives qui font vivre les villages et les quartiers. Et en plus, ici au Pays Basque, hein, nous avons la chance d'avoir une langue, le shkala, qui est une des meilleures armes dont nous disposons pour faire face à cette uniformisation culturelle. Quelque part, c'est même un indicateur de non-uniformisation culturelle, et donc la bonne santé de cette langue, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique à l'ensemble de la société, pas uniquement aux bascophones. Deuxième point de souveraineté, auquel tout le monde pense, c'est la souveraineté alimentaire.
Donc elle est définie, hein, ça c'est une définition qu'on peut trouver facilement, qui fait consensus, c'est la possibilité laissée aux populations de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées pour elles, sans que cela puisse avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays ou d'autres régions. Encore une fois, la question c'est comment parviendra-t-on à imposer un tel changement à l'agro-industrie qui, elle aussi, bénéficie de moyens complètement considérables. Eh bien, la réponse pour nous, c'est la même, c'est en menant la lutte sur nos territoires. Pourquoi? Parce que jamais l'agro-industrie ne parviendra à mobiliser autant les populations locales que l'agriculture paysanne. Parce qu'on sait bien que l'agriculture paysanne, c'est un pilier de ce qui fait l'attachement des populations à un territoire. C'est également un pilier qui transcende complètement la modeste taille de sa population. Vous voyez, si je me place du point de vue de l'OMC, je regarde ces deux provinces rurales du Pays Basque que sont la Soule et la Basse-Navarre, c'est complètement insignifiant en termes de production de tonnes de blé ou de maïs, c'est 40 000 habitants, je peux l'oublier. Et puis les nombreuses fêtes et de villages qui animent ces deux provinces-là, c'est un élément complètement non pertinent. Mais pour nous qui habitons ici, on sait bien que tous ces aspects-là, qui sont des aspects humains, qui sont des aspects non chiffrables, non quantifiables, on sait bien que ça c'est absolument structurant pour notre société. Et donc, c'est en mettant ces éléments en avant, une chose que l'agro-industrie ne peut pas faire, c'est en mettant ces éléments en avant que nous parviendrons à imposer le modèle de l'agriculture paysanne comme la normalité. Et à partir du moment où cette agriculture paysanne est perçue comme le modèle de normalité, c'est normalement, sans vivre ça comme une contrainte, que nous allons adapter notre consommation à ces possibilités, à ce qu'elle est capable de nous proposer. Dernier exemple que je voudrais évoquer, c'est la souveraineté énergétique. Encore, on y pense assez facilement. Bien sûr, cet aspect-là, un des aspects les plus importants pour nous des énergies renouvelables, est qu'elles permettent de rapprocher et de créer un lien entre la production d'un côté et la consommation. Et c'est un lien qui a une vertu pédagogique exceptionnelle parce qu'il nous pousse à réfléchir sur ce que devrait être un niveau de consommation soutenable. Pour prendre un exemple extrême, si j'utilise l'énergie solaire qui est posée sur un panneau sur mon propre toit, eh bien, je vais parfaitement prendre conscience de ce que ça veut dire que d'appuyer sur un interrupteur, d'allumer un four à micro-ondes, etc. Et c'est naturellement que je vais adapter ma consommation. J'aurais pu reprendre l'exemple de l'eau que Paul Ariès a évoqué tout à l'heure. Et donc, comme l'agriculture, la souveraineté d'énergie, ce n'est pas uniquement un problème technique, ce n'est pas uniquement un problème écologique, c'est un projet politique. Et ce projet politique, pour nous, ça doit être le projet d'une énergie renouvelable, citoyenne. Donc il y a de nombreux exemples qu'on peut découvrir ici sur le site d'Alternativa. En Pays Basque, c'est INR et Energia qui mènent cette lutte, donc je vous engage à aller les rencontrer, ils sont un peu partout sur le site. Donc voilà pour les trois exemples que je voulais évoquer. Et donc, c'était juste histoire de décliner un petit peu cette idée que, pour illustrer la nécessité de reprendre pied sur nos territoires, de les redécouvrir et de s'appuyer dessus pour nous affranchir de la vision du monde complètement délirante qui a été imposée par l'économie productiviste. Et nous pensons à BC que l'attachement au territoire, c'est un sentiment très fort et qui serait idiot, voire même criminel vu l'urgence climatique, d'ignorer et de laisser de côté. Donc juste pour illustrer ce dernier point, et je terminerai avec ça, c'est, regardons, pour s'éloigner un peu du Pays Basque, l'exemple de la Catalogne. Alors sur la Catalogne, nous aurons tous des opinions complètement différentes, mais objectivement, on peut reconnaître l'ampleur de la mobilisation. Le jour de la Diada, donc le jour de la Catalogne, a encore une fois en septembre réuni plus d'1 million de personnes. Et nous voyons un notable, Puigdemont, un notable de centre-droit, qui d'un seul coup se lance dans un extraordinaire mouvement de désobéissance civile, organise un référendum illégal, se voit tous ses biens confisqués, part en exil, risque 30 ans de prison. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une telle mobilisation pour la lutte contre le réchauffement climatique, alors que les enjeux sont encore supérieurs, bien supérieurs, et on ne voit pas cette mobilisation. Et nous ce qu'on se dit c'est est-ce que ça ne serait pas fantastique de mettre cet attachement au territoire, qui est un sentiment si fort, au service de la transition écologique? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à faire ça? Parce que pour nous, la défense de la planète passe par la défense de chaque territoire. Défendre une souveraineté socialement et écologiquement soutenable pour son territoire,
selon un modèle qui lui est propre, et bien sûr dans le respect des autres régions et des autres territoires, travailler à la résilience de ce territoire, et ce n'est pas être égoïste, ça. Au contraire, c'est le meilleur moyen d'être solidaire avec les autres territoires, parce que c'est le moyen de remplir notre part, la part qui nous incombe, d'un objectif global commun.